Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Boîte à idées, un podcast du Nouveau Populaire. Ici, on cherche à faire de la politique autrement, avec du fond, avec de la nuance, mais surtout avec un peu d'humanité. Aujourd'hui, je reçois Marion Weller. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices. Marion, tu es directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Tu as également été enseignante à Sciences Po et tu as écrit un livre « Redonner une place à nos morts ». Et tu es également engagée en politique. Tu as été candidate à la primaire socialiste pour devenir maire de Paris. Et tu es aujourd'hui sur la liste de l'Union de la gauche menée par Emmanuel Grégoire. Alors, je vais te poser une première question qui peut paraître très simpliste et très large. Mais donc, c'est quoi la mort ? Alors, la façon dont on traite la mort et dont on traite nos morts, pour moi, c'est un miroir de notre société. La mort, c'est un fait sociologique, philosophique, politique. Et en fait, ça dit énormément de notre rapport à la vulnérabilité, de notre rapport à l'au-delà, de notre rapport à la famille. Et c'est pour ça que ce thème m'intéresse autant. En fait, c'est tout ce que ça veut dire de nous actuellement en tant que collectif. Et donc, justement, la mort, j'imagine que vu que ça reste quelque chose, si on sort simplement du prisme biologique de la fin de la vie, ça peut être quelque chose d'extrêmement culturel, social, etc. C'était quoi le rapport à la mort en France avant, on va dire, le capitalisme, l'industrialisation, etc. Est-ce que notre rapport à la mort, il a évolué ? Notre rapport à la mort, il a énormément évolué, puisque avant, quand quelqu'un mourait, en fait, c'était une cérémonie publique. Il y a d'ailleurs des livres qui racontent ça. En fait, c'était beaucoup plus un moment long et partagé, puisqu'on mourait à domicile, entouré non seulement de sa famille, mais aussi des amis et même de personnes qui passaient dans la rue. On leur proposait de passer. Et donc, c'était ce moment collectif qui, en un sens, dédramatisait aussi un peu ce moment, tandis qu'aujourd'hui, c'est un moment à l'abri des regards, parfois vécu entièrement seul, et pas seulement pendant le Covid, la plupart du temps à l'hôpital, et pas toujours entouré. Et c'est ce différentiel-là qui m'intéresse aussi. C'est la question de finalement comment on meurt aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce moment pour la personne et pour tout son entourage. Tu as parlé du Covid. Est-ce que notre rapport à la mort, il a changé durant le Covid ? Durant le Covid, en fait, d'un coup, ça a mis en lumière toutes les problématiques qui existent déjà autour de la mort, c'est-à-dire la mort solitaire, puisque beaucoup de personnes ne pouvaient pas être entourées par leur famille pendant le Covid, ce qui était horrible. Et puis, pendant les cérémonies funéraires aussi, on ne pouvait pas inviter. Il y avait des personnalités religieuses qui devaient faire des cérémonies seules. Donc, ça a été extrêmement difficile. Donc ça a été ce moment à part et on a vu à quel point justement c'est important d'avoir des rituels funéraires. On a vu à quel point c'est important d'avoir des cérémonies et que si on n'a pas ce moment qui organise, qui sacralise le passage de la vie à la mort, comment c'est difficile pour nous en tant que famille, en tant que société. Donc le moment du Covid, il a mis ça en lumière, mais je pense qu'il a surtout révélé des problèmes plus larges sur notre rapport à la mort actuellement. Et c'est quoi les rituels qu'on a dans nos sociétés, dans notre société, on va dire, française actuelle ? Les rituels laïques, pour toutes les personnes qui ne sont pas religieuses, je les trouve assez faibles aujourd'hui. En réalité, on fait un peu ce qu'on veut. Finalement, la loi nous autorise à... si on a envie de faire une cérémonie en forêt, on peut le faire. Si on a envie de danser, on peut le faire. On fait ce qu'on veut, à peu près. Mais en fait, ce qui est proposé aujourd'hui et ce qui est transmis est assez faible parce que simplement c'est un imaginaire qu'on a peu développé, l'imaginaire des rituels laïques aujourd'hui. Donc souvent ça passe par une société de pompes funèbres qui va nous organiser ce moment. Il y a quelques fleurs, il y a quelques chants éventuellement. Moi j'ai travaillé donc sur ce sujet à la mairie de Paris et j'ai entendu le besoin de beaucoup de familles que en fait cette cérémonie elle soit qu'elle soit augmentée, qu'elle dure plus longtemps, qu'il s'y passe plus de choses, et que c'est pas parce qu'on n'est pas religieux qu'on n'a pas le droit à une vraie cérémonie, un peu sacrée aussi, au moment de la mort.
Parce que ces cérémonies, j'imagine qu'elles sont extrêmement importantes également dans le processus du deuil et dans la cohésion sociale. Et c'est vrai que, oui, quand on sort du religieux, on nous propose pas grand-chose sur les cérémonies vers la mort. Et est-ce que toi, justement, tu as pu réfléchir à des choses ou tu as vu des choses qui auraient pu être mises en place pour améliorer ce rituel laïque de la mort? Tout à fait, c'est essentiel pour le deuil d'avoir une cérémonie où on se sent bien en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que proche. Et aujourd'hui, il y a petit à petit un mouvement en France qui s'organise, notamment autour de coopératives funéraires. Alors, il n'y en a pas encore en région parisienne, mais il y en a par exemple à Nantes ou à Bordeaux. Et donc, ce sont des coopératives qui se montent, donc qui n'ont pas pour principal but un but marchand, et qui vraiment ont pour objectif d'organiser des cérémonies les plus personnalisées possibles et accessibles en termes de tarifs, en se disant que justement c'est très important et qu'on doit réfléchir avec chaque famille à un moment vraiment personnalisé, mais qui ne doit pas être hors de portée. Et donc moi je suis de très près ce qui est fait par ces coopératives funéraires, parce que ça me semble très important pour tout le monde. Parce que quand on prend, évidemment, il y a le moment de la mort, mais on a aussi tout ce qui vient avant la mort et le chemin vers la mort. Et ce chemin, on voit qu'il est quand même absolument catastrophique aujourd'hui en France. Enfin, quand on prend le scandale Orpea, etc., on a pu voir quand même le traitement, le traitement des anciens vers la mort. Et donc, justement, cet avant, c'est quoi la situation actuelle aujourd'hui ? Oui, tu as raison de faire le lien entre le traitement de la vieillesse et le traitement de la mort, puisque c'est le même sujet, c'est la vulnérabilité. C'est notre rapport à la vulnérabilité aujourd'hui, où on a tendance à cacher, loin, hors de notre regard, hors de nos villes, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui nous dérange. Donc c'est le cas des maisons de retraite, c'est le cas aussi des crématoriums, c'est le cas des cimetières. On ne veut plus les voir, alors qu'il fut un temps où tous ces équipements-là étaient au cœur de la ville. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet de marchandisation de ces secteurs, et puis de tout simplement d'humanité, de soins qu'on apporte à des personnes dans des moments clés de leur existence. Et donc je crois que c'est un sujet politique majeur dont on doit s'emparer. Mais pourquoi est-ce qu'on met aussi loin la mort de nous ? Est-ce que c'est une peur qui est sociétale, qu'il y a à l'individualisme, à l'évolution, on va dire, de notre société ? Ou est-ce que c'est tout simplement une question pratique de place ? Parce qu'on a pu voir quand même aussi, par exemple, mais je prends toujours l'exemple breton dans ce podcast, mais à l'Armor-Plage, il y avait par exemple la question de mettre en place une maison de retraite dans le centre de l'Armor-Plage, et qui permettrait même en fait aux personnes âgées de sortir, d'aller faire leurs courses, etc. Enfin, ou même tout simplement de sortir dans le centre-ville. Et ils ont pris la décision de le mettre complètement en fait à l'extérieur, loin de tout. Et est-ce que c'est révélateur, on va dire, de notre rapport aujourd'hui à la mort ? Oui, tout à fait. Je pense que on préfère l'éloigner parce que effectivement, on est dans une société assez individualiste où tout ce qui révèle une forme de vulnérabilité ou de faiblesse, on n'a pas envie de le voir. On préfère le mettre à l'écart. Et c'est pour ça que je parlais de collectif et de rapport au collectif, puisque c'est ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que ces personnes-là sont prises en charge dans des moments plus vulnérables de la vie, pas seulement dans un cadre marchand. Et en fait, comment est-ce que la société leur donne une place ? Bien sûr aussi aux enfants, aux personnes qui ont un handicap. C'est tout le sujet de la vulnérabilité en fait qu'on doit repenser aujourd'hui. Et tu parles du cadre marchand. Ça coûte combien de mourir aujourd'hui d'euros ? Ça coûte cher de mourir aujourd'hui. En moyenne, ça va être autour des 4 000, 5 000, 6 000 euros des obsèques aujourd'hui en France. Et il y a des grosses différences entre les régions. Il y a des études là-dessus et en fait, c'est dû à des situations de monopole. Aujourd'hui, le secteur du funéraire en France, il est très monopolistique, puisqu'en fait, il y a des grandes sociétés qui ont racheté d'autres grandes ou des plus petites sociétés. Et donc, en fait, dans certaines régions, on croit s'adresser à différentes pompes funèbres. En fait, on s'adresse à une même société. Et ça fait que les différentiels peuvent être de plus de 1 000 euros d'une région à l'autre. J'ai notamment en tête la Normandie, où les prix sont particulièrement élevés. Et donc, c'est un sujet de régulation d'un marché. Et puis, c'est un sujet de service public, parce qu'il faut proposer des alternatives à cette marchandisation de la mort. Et c'est fou qu'il y ait un monopole de la mort en France. Enfin, ce terme est assez impressionnant. Et justement, en termes de service public, est-ce qu'il y a des municipalités qui proposent des choses ? Est-ce que l'État propose des choses ?
Alors oui, il y a des municipalités qui développent un service public de la mort. Hein. Et d'ailleurs, avant, c'était plus un service public. Aujourd'hui, ça dépend vraiment des collectivités. La ville de Paris, elle a mis en place un vrai service public du funéraire avec une société publique qui, en fait, permet de proposer des obsèques à tarif accessible pour tout le monde, mais aussi qui prend en charge les obsèques des personnes qui n'ont plus personne. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que lorsqu'une personne sans abri meurt et qu'elle n'a plus de famille, ou lorsqu'une personne dont plus de famille ne veut s'occuper meurt, il y a le service public pour s'occuper de cette personne. Et ça, c'est hyper important. Il y a aussi les associations, comme l'association Les Morts de la Rue, qui organise des cérémonies funéraires pour accompagner ces personnes. Et c'est là où on voit à quel point c'est important d'avoir un service public fort pour qu'il y ait une égalité face à la mort de tous les citoyens, qu'en tout cas, toute personne qui souhaite être dans un cadre non marchand puisse le faire. C'est fou que tu parles d'inégalité, de monopole. Enfin, c'est des termes qui sont très forts et qu'on entend en général jamais dans la question de la mort. Enfin, on parle très peu déjà de la question de la mort dans notre société, mais c'est assez impressionnant de l'entendre. Ça donne encore moins envie de mourir, mais c'est vrai que c'est assez fou et en fait personne n'en parle. Enfin, tout le monde enfin, je vais être vulgaire, mais tout le monde s'en fout. Et ben c'est pour ça qu'il faut parler de la mort. Donc c'est toujours un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est ma conviction. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En fait, si on ne parle pas de la mort, si on ne s'y intéresse pas, on ne laisse pas la place aussi à des changements, à des nouvelles initiatives pour émerger, alors que c'est un sujet central d'un point de vue sociétal, d'un point de vue financier aussi, on l'évoquait. Et c'est pour ça qu'il faut en parler d'un point de vue politique, qu'il faut en parler en famille, qu'il faut transmettre sur ce sujet. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et à force de ne pas nous y intéresser, on laisse des monopoles se développer, on laisse des manières parfois un peu déshumanisantes de traiter ce moment. Et ça, c'est pas convenable pour tout le monde. Mais parce que si justement ça coûte aussi cher, c'est parce qu'il y a le cercueil, c'est quoi en fait qui coûte cher dans la mort aujourd'hui ? Ce qui coûte, c'est effectivement le cercueil, les personnes qui vont conduire le corbillard, porter le cercueil, faire la cérémonie, l'acte administratif auprès du service des cimetières. Et puis, comme tu sais, quand on va chez des pompes funèbres, il y a toujours plein d'options qu'on nous propose. Et en général, c'est un moment où, en fait, on est déboussolé, on n'en sait rien. On nous propose des essences de bois, on nous propose des types de tissus, des fleurs. Et on n'a pas envie de dire, je prends l'option la moins chère. Et donc, c'est aussi un moment marchand un peu particulier, hein, puisque... Et puis on est faible. Bah oui, on est faible. Parfois, c'est le jour même de la mort. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. On se retrouve là aux pompes funèbres. On est un peu abasourdi et on doit prendre des décisions financières. En fait, on n'en sait rien. Personne ne nous en a jamais parlé. Moi, c'était mon cas. En fait, comment prendre les bonnes décisions et comment ne pas se faire avoir. C'est un vrai sujet, et notamment vis-à-vis de personnes âgées seules. C'est fou se faire avoir dans la mort. Ça montre à quel point aussi notre société peut être désespérante, même s'il y a plein de bonnes choses, elle peut aussi être désespérante. Mais justement, toi, parce que j'ai dit que tu as dû mener ton étude, donc tu as potentiellement été sur le terrain, etc. Ça t'a changé ton rapport à la mort, tout ça ? Oui, bien sûr. Déjà, j'étais en lien avec beaucoup de familles en deuil, donc c'était assez bouleversant de parler à toutes ces personnes. Donc, sur le moment, ça nous fait beaucoup penser à la mort quand on travaille là-dessus et voir trop. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui travaillent au quotidien sur ce sujet, parce que moi, ça a été 2 ans et demi de ma vie. Mais il y a des personnes pour qui c'est 20 ans d'une vie. Et très honnêtement, c'est difficile. C'est difficile d'un point de vue psychologique d'être confronté tous les jours à la mort. En fait, on n'est pas fait pour ça. Et donc, bien sûr, ça nous y fait penser plus. Aujourd'hui, je suis heureuse, très franchement, que ça soit plus dans mon quotidien. Parce que moi, j'étais jeune aussi pour faire ça. Et que quand on parle à des personnes en pleurs qui viennent de perdre leur enfant, qui viennent de perdre leurs parents, leurs amis, et que, alors on n'est pas là pour les consoler, mais un peu quand même, c'est très difficile.
Et garder une posture on va dire, de recherche, etc., doit être vraiment compliqué quand on est confronté à de tels, aux malheurs de la vie. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte parce que j'ai cette chance pour l'instant de ne jamais avoir réellement confronté à la mort. Enfin, je touche du bois, mais j'ai cette chance-là. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me terrorise, on va dire, même du côté de mes proches, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer et auquel, en fait, on est très peu confronté parce que si ça... on est très peu confronté. Si ça n'arrive pas dans son cercle très proche, vu que, comme tu le disais, c'est mis complètement à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du quotidien, on n'a même pas conscience de la mort dans notre société aujourd'hui. Tout à fait. On n'en parle pas et ça rend le choc d'autant plus difficile quand ça nous arrive. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir parfois un rapport un peu plus décomplexé à la mort, qu'il faut en parler, l'expliquer aux enfants, qu'il faut expliquer comment se déroulent les cérémonies, et puis que il faut se préparer aussi. Ça, c'est pas forcément très long, mais juste pouvoir dire à ses parents, à ses proches, si jamais un problème arrivait, ce qu'on souhaiterait. En fait, surtout, ça résout énormément de conflits pour après. Parce que le problème, et moi, ça, je l'ai beaucoup vu, c'est quand quelqu'un décède, notamment plus jeune qu'à un âge auquel on s'attend, il y a très souvent des conflits au sein d'une famille, par exemple entre l'inhumation et la crémation, ou concernant le choix du cimetière. Et c'est terrible de voir des déchirements dans les familles à ces moments-là. Donc voilà, même si c'est pas très fun d'en parler, c'est toujours mieux de confier à au moins une personne ce qu'on imagine pour ce moment-là. Oui, c'est vrai que ça doit pas être. Enfin, c'est très lourd d'en parler. C'est pas quelque chose de simple de parler de la mort et puis d'imaginer sa propre mort et son propre départ, ça doit être une épreuve quand même très importante. Et puis surtout quand on voit aujourd'hui comment se passent les conditions de la mort, même sur le chemin vers la mort, on ne le prévoit pas du tout et on y pense très peu. Et justement, toi, à la mairie de Paris, donc tu nous dis que tu avais travaillé sur la question de la mort. Qu'est-ce que tu as pu, on va dire, faire sur cette question-là en tant que membre du service public? Alors, ça concerne énormément de sujets. Il y a déjà l'entretien au quotidien des cimetières. Un cimetière, c'est un lieu un peu à part, mais en même temps dans la ville. Et donc, on se pose plein de questions, notamment pour des lieux spéciaux comme le Père-Lachaise, où on se dit comment est-ce que tout peut cohabiter. C'est-à-dire, il y a des touristes, il y a des personnes qui vont à une cérémonie, il y a des gens qui passent en promenade avec leurs enfants. Et donc, en fait, on essayait avec le service des cimetières de nous assurer que les lieux ils restent agréables pour tout le monde, qu'ils restent un peu à part. Donc, par exemple, on peut pas faire de footing ou ce genre de choses. Et puis, ensuite, il y avait tous les cas spéciaux à traiter, donc des demandes de famille, des conflits familiaux, je l'évoquais, des situations particulières. Par exemple, lorsque on doit enterrer un terroriste ou un criminel, il faut faire attention à ce que ça se déroule dans des bonnes conditions. Il y a énormément de sujets et puis il y a l'adaptation à toutes les demandes en fait de la société, puisque c'est le secteur du funéraire, c'est un secteur qui évolue comme les autres. Par exemple, c'est le fait d'intégrer des nouveaux deuils, des deuils qui ont malheureusement toujours existé mais qui n'étaient pas pris en compte. Par exemple, le deuil périnatal. Avant, il n'y avait rien en fait pour le deuil périnatal, alors que c'est un deuil comme un autre. Et donc, il y a un espace qui a été créé au Père-Lachaise pour qu'il y ait des cérémonies, pour qu'il y ait un lieu de recueillement pour les familles qui ont perdu un nouveau-né. Donc voilà, il y a le deuil périnatal, il y a le sujet écologique, puisque les obsèques, c'est très polluant aussi. Donc on a créé dans un des cimetières de la ville de Paris un espace écologique où on peut enterrer en fait sans produits chimiques, sans trop de choses qui pourraient polluer le sol. On n'utilise plus de pesticides aussi dans les cimetières. Il y a tous ces sujets, en fait, puisque la mort, voilà, est à la croisée. Donc on parle même d'écologie dans la mort. Bien sûr, on parle d'écologie dans la mort. Il y a plein de sujets liés à ça. Aussi les produits qu'on injecte dans les corps pour qu'ils aient bonne allure. Je sais pas si tu vois, c'est en fait ce que font les thanatopracteurs. C'est un métier qui consiste à préparer les corps avant qu'on les enterre. Et ils utilisent des produits qui sont malheureusement cancérigènes pour eux. Et donc là aussi, les choses sont en train d'évoluer pour qu'on n'utilise pas des produits trop polluants. En fait, il y a 1000 sujets. C'est pour ça que c'est un champ passionnant.
Mais justement, à la mairie de Paris, donc là, tu t'es présentée pour être candidate pour devenir maire de Paris. Est-ce que tu avais abordé dans ton programme le sujet de la mort ? Alors oui, je ne pouvais pas ne pas parler de la mort dans mon programme parce que je sais que c'est important pour beaucoup de Parisiens. Et donc, dans mon programme, ce que j'avais mis, c'était de développer les lieux de recueillement laïque. Déjà parce qu'on en manque dans Paris. On manque de lieux de cérémonie, on manque de crématorium. Et il y a beaucoup de familles qui, dans ce moment où déjà elles souffrent, sont confrontées à la difficulté d'avoir un créneau, d'avoir un beau lieu pour organiser une cérémonie. Donc j'avais mis cet aspect-là, plus l'importance du service public, notamment pour les plus démunis, de vraiment pouvoir assurer que tout le monde aura accès à des obsèques pas chères et de faire connaître ce service public. Parce que il y a aussi une question qui est plutôt sur l'urbanisme. On a parlé du Père-Lachaise. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. Impressionnant. Le mot est peut-être mal choisi, mais en venant de Lorient, en arrivant à Paris, il y avait ce côté où il y a un cimetière immense en plein Paris. J'avais trouvé ça très beau et très impressionnant d'intégrer en fait la mort, le deuil, etc. dans le quotidien des gens. Mais j'imagine qu'il y a potentiellement aussi un manque de place de plus en plus dans les cimetières parisiens. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de prévisions pour construire de nouveaux cimetières dans Paris. Je sais pas si tu as pu y réfléchir ou non à la mairie de Paris ou dans le programme. Alors en fait, on a des cimetières à la fois dans Paris et en dehors de Paris. C'est une des particularités, c'est que la ville de Paris possède aussi et gère des cimetières qui ne sont pas situés dans Paris. Donc par exemple à Bagneux, à Ivry, à Pantin. Et donc dans ces cimetières-là, on a encore de la place. Donc ne t'inquiète pas, il reste des places pour enterrer les Parisiennes et les Parisiens. En revanche, les cimetières dans Paris sont saturés. Ça, c'est une réalité. Donc en fait, il y a des places qui se libèrent seulement quand on exhume, on exhume, c'est-à-dire qu'on enlève un autre cercueil dont la famille ne s'occupe plus, qui est abandonné, quoi, en gros. Et est-ce que tu as réussi à porter ça sur la liste d'Emmanuel Grégoire, cette question de la mort ? Tout à fait, c'est un sujet auquel Emmanuel Grégoire est très sensible aussi, on en a parlé ensemble, et donc il a souhaité que ça figure dans le programme, cette question des lieux de recueillement et des obsèques à tarif accessible. Et donc justement, pourquoi est-ce que toi, tu as souhaité devenir maire de Paris ? Parce que c'est fou de se dire, maire de Paris, c'est quand même un mini-État dans l'État. Il faut quand même avoir une forme de courage pour se dire, je vais être maire de Paris. Qu'est-ce qui a pu te décider à devenir à faire cette candidature ? Déjà parce que j'aime énormément Paris, comme beaucoup d'autres gens. Mais moi, en fait, je suis arrivée là pour mes études. Et j'ai vu ce que c'est une ville de gauche pour une jeune femme comme moi. Et j'ai eu envie de poursuivre cette belle histoire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est mon féminisme, qui est au cœur de mon engagement politique et qui m'a toujours poussée à faire des choses, y compris quand elles demandent beaucoup de courage. Et là, ça a été le cas parce que c'était difficile de me porter candidate pour tout un tas de raisons, comme tu peux l'imaginer. Mais il y avait 2 hommes candidats et je me suis dit que c'était quand même dommage qu'il n'y ait pas une femme candidate aussi au Parti socialiste pour cette élection, et parce que je me sentais légitime. Ça faisait 10 ans que je travaillais pour cette ville. Je dirige le centre d'architecture de cette ville. Et en fait, j'ai énormément d'idées à porter pour Paris. Et donc, je me suis dit, voilà, quand on a des idées à porter, il faut y aller. Et ça s'est passé comment, justement, cette campagne ? Tu as réussi à réunir des gens ? Parce que c'est quelque chose qui me paraît vraiment très difficile de mener une campagne en soi, surtout une campagne des primaires et face à des candidats qui étaient chacun adoubés par des gens. Tu étais un peu l'outsider qui arrivait dans la partie, on va dire. Ça, c'est sûr, j'étais l'outsider. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que je me présente. Moi, je suis restée fidèle à mes idées, à ce que je porte, notamment la question du Grand Paris, la question du féminisme, la question des travailleurs essentiels. Et je crois que les autres militants parisiens ont compris petit à petit ce que je portais. Et donc ça s'est bien passé. C'est-à-dire que quand j'allais dans les différentes sections pour présenter mon projet, je trouvais que les militants étaient plutôt sympas, accueillaient la candidature avec intérêt. On a eu de très bonnes discussions. Après, ce qui était difficile, c'est effectivement, quand on est l'outsider, on n'a pas les soutiens en haut lieu qui vont orienter certains votes. Et donc, c'est difficile de tenir, en fait, et de se dire, voilà, je ne vais pas lâcher, même si j'ai moins de ressources que les autres, même si j'ai moins d'antériorité que les autres, de ne pas lâcher. Et donc, c'était très important pour moi. Et donc, je n'ai pas lâché. C'était difficile, mais j'ai énormément appris.
Et j'étais très fière, avec mon équipe, avec les personnes qui m'ont soutenue, de porter mes idées jusqu'au bout. Et donc justement, t'as pas lâché, t'as même continué cet engagement en rejoignant la liste d'Emmanuel Grégoire. Si tu pouvais me donner, on va dire, les grands axes aujourd'hui du programme de la campagne d'Emmanuel Grégoire, ça serait quoi ? Alors, les 3 axes principaux de la campagne d'Emmanuel Grégoire, c'est une ville populaire, une ville vivante et une ville fière. Et moi, j'aime beaucoup ces 3 axes. Le slogan, c'est « Paris est à vous ». Et en fait, ça répond, je crois, aux urgences des Parisiens, c'est-à-dire d'abord l'urgence qui est la crainte de ne plus pouvoir rester dans cette ville, que beaucoup de gens expriment, que ce soit les familles, les étudiants, les personnes précaires. Et donc, garder un Paris populaire, c'est la réponse à ça. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer encore du logement social, ça veut dire encadrer les loyers, puisque la droite veut arrêter l'encadrement des loyers. Ça veut dire créer plus de logements, parce que ça, c'est vraiment le premier poste de dépense des gens. Mais c'est aussi l'alimentation, donc créer des épiceries bio solidaires dans tous les quartiers. Il y a 1000 autres mesures. C'est aussi poursuivre l'engagement qu'on a pour l'espace public, donc créer des nouvelles rues piétonnes, créer des cœurs piétons, créer des avenues jardins, transformer le périphérique. Et puis, c'est bien sûr protéger et défendre les valeurs de Paris. Donc, Paris, c'est une ville pour le droit des femmes, pour les droits des personnes LGBTQIA+. C'est une ville ouverte sur le monde, et d'autant plus dans les temps actuels et à venir, on a besoin que Paris exprime ces valeurs-là. Et justement, tu trouves que Paris aujourd'hui exprime ces valeurs-là quand on voit quand même qu'il y a une montée des candidatures d'extrême droite, qu'il y a une montée quand même de Rachida Dati, de Sarah Knafo, de Thierry Mariani. J'ai l'impression que la digue est un peu en train de sauter, parisienne en tout cas. Ça montre que rien n'est joué et qu'il faut se battre même à Paris. Parfois, on croit que Paris est une île de progressisme. Et non, aucune ville, même Paris, n'est indifférente à certaines choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et c'est pour ça que cette élection, elle est aussi importante. C'est-à-dire qu'on a besoin que Paris reste une ville refuge. On ne sait pas ce qui se passera à la prochaine présidentielle. Donc, à ce stade, ce qu'on doit assurer, c'est que quoi qu'il se passe, Paris sera ce lieu refuge. Paris pourra aussi se battre face à l'État. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle mes amis à s'inscrire sur les listes électorales à Paris, pour ceux qui sont encore inscrits dans leur ville de naissance, etc. Je leur dis, ce combat-là, il est absolument déterminant pour les années à venir. Ça conditionne notre quotidien de Parisien, mais beaucoup plus aussi. Et justement, est-ce que parce que j'imagine que tu fais campagne sur le terrain, comment est-ce que tu perçois aujourd'hui cette campagne sur le terrain avec les Parisiens et les Parisiennes, et la campagne d'Emmanuel Grégoire en général ? Moi, ce que je perçois, c'est que y a un a priori positif sur le bilan de la gauche et sur ce qu'on représente comme équipe. Et maintenant, on doit convaincre en fait les Parisiens qu'ils ont encore besoin de la gauche pour les années à venir, et on doit les convaincre d'aller voter. Donc c'est surtout ça actuellement. Mais je crois que avec notre candidature maintenant d'union de la gauche, d'autant plus, ça nous donne de la force, ça nous donne de la conviction, et pour en faire un vote naturel. Donc moi, j'ai bon espoir. Et parce que vous avez quand même réussi l'exploit de réunir l'Union dès le premier tour. Et donc justement, est-ce que ça a permis d'apporter d'autres choses dans le programme ? Est-ce que ça a permis d'apporter un nouveau souffle aussi ? Parce que ça fait quand même plus de 20 ans que Paris est à gauche, et que potentiellement, il peut toujours avoir un essoufflement dans un usure de la gouvernance. Donc, est-ce que ça a pu apporter un nouveau souffle, cette union ? Pour moi, elle est évidente, cette union. Quand on croise les programmes, quand on a croisé les programmes, en fait, on a vu la convergence sur tellement de sujets, de ce qu'on porte, de nos valeurs, de nos combats entre le Parti communiste, les écologistes, l'après Place Publique, et nous, le Parti socialiste. Franchement, il y avait pour moi une évidence à s'unir. Parce que voilà, ces exigences de villes populaires, de villes vivantes, de villes fières, en fait, c'est ce qu'on porte, chacun avec nos spécificités, des choses sur lesquelles on insiste plus. Mais en réalité, on est tout à fait d'accord sur l'essentiel. Et d'autant plus quand on voit les programmes qu'il y a en face, il n'y a absolument aucun doute. Justement, si on parle de ceux en face, aujourd'hui, la principale, on va dire, concurrente à votre liste, c'est Rachida Dati. C'est quoi, on va dire, les principaux points de son programme aujourd'hui avec lesquels tu as une divergence ? Si ce n'est pas tout.
Son programme à Rachida Dati, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ok, d'accord. En fait, faire des vidéos TikTok, c'est pas un programme. Moi, le programme, je l'ai pas vu et j'ai cherché. En fait, à part aller faire des vidéos avec des personnes sans abri, non consentantes, et dire qu'elle va nettoyer tout ça, sécuriser tout ça, moi, j'ai pas vu de programme. Ça, c'est pas un programme, en fait, de dire tout est sale, tout est moche. Avec moi, ça sera différent. Ok, comment, pourquoi? Donc, il n'y a pas de programme. C'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui. Donc, il faut que les électeurs s'en rendent compte. Et puis en plus, Rachida Dati, elle est quand même minée par les affaires. Sur sa liste, elle a sorti sa liste dans les différents arrondissements, etc. Et sa liste parisienne, on voit quand même que c'est rempli de gens qui ont eu des propos homophobes ou qui ont soutenu des causes homophobes, LGBT-phobes, etc. Aujourd'hui, sa liste, elle est quand même extrêmement problématique. Et pourtant, dans les sondages, il reste quand même, on va dire, à 28% environ. Et est-ce que justement, il y a une voix portée sur ces questions-là, sur la question même de l'homophobie? Parce que avec sa truc de star, moi personnellement, je vois que dans mon entourage, il y a plein de gens de gauche qui me font bah j'aime bien parce que elle parle franchement, elle a ce truc de star. Et c'est comme ça qu'elle arrive aussi à exister, alors qu'en fait derrière c'est quand même assez pourri. C'est pour ça que la politique, ça doit aller au-delà des vidéos TikTok, qu'il faut regarder les faits. Et en premier lieu, tu l'as évoqué, le procès, puisque elle sera en procès en septembre prochain. Est-ce qu'on imagine vraiment une maire de Paris en procès pour corruption et trafic d'influence? Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue comme situation. Donc ça, il faut absolument le rappeler. Et donc rappeler tout ce qu'il y a effectivement sous ce vernis, sous cette sympathie apparente. On parle de choses extrêmement graves. Et effectivement, l'homophobie de certaines personnes de sa liste, c'est extrêmement grave aussi. Donc il faut ramener aux faits. Et je pense que les électeurs le feront d'eux-mêmes en mars. Et justement, on voit que au niveau des électeurs, qu'on a une autre candidature qui monte de plus en plus sur la droite de Rachida Dati, qui est celle de Sarah Knafo. Aujourd'hui, elle fait elle aussi une campagne qui est globalement axée sur des vidéos et des on va dire des posts qui vont être choquants, qui vont faire réagir pour monter à l'extrême droite. Et ça pourrait être la première fois qu'on a une candidate au second tour à Paris qui est d'extrême droite. Toi, justement, sur cette situation, tu te positionnes comment ? C'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant de voir qu'à Paris, il y a de la place pour une candidature telle que celle de Sarah Knafo. Quand on voit les propos raciste, xénophobe qu'il y a dans tout son écosystème, qu'il a pu avoir sur son site web au moment où elle l'a lancé. Là aussi, il faut tout de suite enlever le vernis et bien se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est une personne qui est alliée avec les pires mouvements d'extrême droite au Parlement européen. Donc il faut rappeler tous ces faits-là et quand on voit son slogan une ville heureuse, moi je ne vois pas en quoi une ville qui serait xénophobe, refermée sur elle-même serait une ville heureuse. C'est tout l'inverse. Mais justement, elle reprend les codes de Mandani à New York et fait un peu cette campagne avec des couleurs vives. Enfin, quand on décortique la com, on va dire, de Knafo, elle montre cette force d'être quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, une bête médiatique qui gère la communication. Par contre, derrière, même constat que Rachida Dati, dans le programme, il n'y a rien. Alors, dans le programme, pour l'instant, il y a la réouverture des voies sur berge aux voitures. Donc, c'est... voilà, la perspective de l'extrême droite à Paris, c'est non seulement un sujet sociétal très grave pour tout un tas de personnes, mais c'est aussi un recul sur l'écologie. Est-ce que juste pour les non-parisiens et parisiennes, c'est quoi les voies sur berge ? Donc les voies sur berge, ce sont les quais, donc de la Seine, qui ont été piétonnisés par Anne Hidalgo. Et donc maintenant, c'est une promenade géniale où énormément de gens vont courir ou avec leurs enfants ou se promener. Et prendre des apéros, voilà, ce qu'on veut. Dater, voilà, ce qu'on veut. Et en fait, Sarah Knafo propose d'y remettre les voitures. Tout simplement avec un projet extrêmement coûteux en plus, puisqu'elle propose de rajouter des piliers. Donc un projet coûteux et polluant. Et donc c'est ça aussi, c'est en fait elle veut remettre des voitures dans tout Paris. Quand on l'écoute, on va pouvoir se garer partout, on va pouvoir rouler à nouveau sur les voies sur berge.
Donc en fait, c'est un retour en arrière effrayant. Parce qu'en plus, quand on prend le point de vue de la pollution et le bilan des 20 dernières années de la gauche au pouvoir à Paris, on voit quand même que la pollution a nettement reculé à Paris. Enfin, je me souviens, la carte, quand on voit, elle était complètement rouge. Maintenant, on est plutôt sur du jaune, voire du vert dans certains endroits. Et justement, qui est c'est grâce à la pétonisation, mais aussi au fait qu'on a verdi les villes, qu'on a replanté des arbres, etc. Et aujourd'hui, enfin, si on parle de la mort, le nombre de morts en France à cause de la pollution est énorme. Je crois que c'est 60 000 morts par an. On pourrait avoir un retour de ces morts-là à Paris si Sargnafo repassait du coup. Oui, là, tu fais bien de le rappeler, la pollution, elle a baissé. Donc parfois, les gens disent « Ah, la gauche prend des décisions comme ça ». Non, ce sont des décisions scientifiques. Ce sont des décisions qui sont reconnues par la communauté climatique scientifique, de dire que la politique menée pour créer des pistes cyclables, pour enlever des voitures, en fait, ça porte ses fruits et ce sont des morts évitées, comme tu le disais. C'est pas juste pour le fun, c'est vraiment... là, on parle de la santé des enfants, on parle de la santé des personnes âgées, des personnes fragiles. Toutes les politiques qu'on mène pour le vélo, pour la marche, ça permet d'améliorer la santé des Parisiens. C'est un sujet de santé publique et d'urgence pour la santé publique. Et puis d'améliorer la santé des Parisiens les plus précaires. Parce qu'en général, c'est toujours les plus précaires qui sont touchés en premier par ces zones de pollution. Enfin, par exemple, AOC l'avait montré à New York, où elle montrait clairement qu'en fait, les quartiers où les enfants sont le plus touchés par l'asthme, par des maladies respiratoires, etc., ce sont les quartiers les plus précaires à cause de la pollution, où les vents se dirigent entre la rive gauche et la rive droite vers justement les quartiers les plus précaires. Bien sûr, ce sont effectivement toujours les plus précaires qui sont touchés. Et à Paris, c'est particulièrement le cas des personnes qui vivent près du périphérique, où les niveaux de pollution sont plus élevés. Et c'est pour ça qu'on doit aussi transformer le périphérique et les portes de Paris pour que en fait, ces personnes soient moins exposées à la pollution. Mais effectivement, c'est un sujet qui touche avant tout les plus fragiles et les plus précaires. Et donc, c'est quoi justement ce projet de transformer le périphérique ? L'idée, c'est que le périphérique, à terme, il soit un boulevard urbain, c'est-à-dire un endroit où c'est pas juste une autoroute, mais où on peut aussi traverser en tant que piéton, en tant que vélo, et que ça soit un espace qui fasse vraiment le lien entre les villes. Aujourd'hui, on peut pas imaginer traverser cet espace, et donc ce terme de boulevard, c'est pour un peu l'ancrer dans l'imaginaire des rues, des boulevards qu'on connaît plus dans Paris, et se dire, finalement, Paris, c'est une petite ville, on a besoin d'être relié aux autres villes, on ne peut pas avoir une telle frontière, une telle barrière qui nous sépare de toutes les villes autour. En fait, c'est mauvais en termes de santé, et c'est mauvais aussi en termes d'économie. On a besoin d'être mieux reliés et de fonctionner ensemble avec toutes les autres communes autour. Oui, puis c'était ce que tu avais montré dans ton programme avec le Grand Paris, c'est qu'aujourd'hui, on est tous complètement liés. Par exemple, pour aller du 9e, du 11e, enfin de certains quartiers du 11e, on est une demi-heure. Et en fait, de certaines villes comme Val-de-Fontenay, on va également être à une demi-heure grâce au RER et qu'il y a tout un projet de relier en fait ces différentes villes, etc. et de créer un lien. Et en plus, encore une fois, c'est souvent les personnes les plus précaires qui sont exclues de Paris parce que les prix parisiens sont quand même dissuasifs pour beaucoup de gens. Tout à fait. Il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est qu'en fait, actuellement, il y a l'ouverture de nouvelles gares dans le Grand Paris. Ça s'appelle le Grand Paris Express. C'est le plus grand projet de transport d'Europe. Et donc, en fait, il y a des gares qui sont en train d'ouvrir et des nouvelles lignes de métro qui sont en train d'ouvrir un peu aux quatre coins du Grand Paris. Et en fait, moi, ce qui me semble essentiel, c'est d'accompagner ça d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste ouvrir des gares. Il faut dire, OK, comment maintenant on s'allie entre toutes ces villes et on se coordonne sur la question du logement, sur la question des transports, pour que le quotidien il soit plus vivable pour tout le monde, et notamment pour ces travailleurs essentiels qui se lèvent à 4h, 5h du matin pour prendre leur RER, pour venir dans Paris, pour des gardes d'enfants, pour faire le ménage, et qui aujourd'hui n'ont pas trop voix au chapitre. Et en fait, c'est extrêmement important de se coordonner entre villes là-dessus, parce qu'en fait, c'est la vraie vie des gens, en fait, d'aller d'une ville à l'autre. On vit pas dans notre micro-quartier. Beaucoup de gens vont travailler dans une autre ville. Aussi les personnes divorcées, par exemple, qui vont d'une ville à l'autre. Donc, on a besoin qu'il y ait moins de frontières et qu'on pense nos programmes ensemble. Oui, parce qu'en plus, ces personnes-là qui sont, on va dire, les plus éloignées sont ceux qui ne votent pas à Paris, mais qui ont le plus besoin de ce Grand Paris parce qu'ils travaillent, elles travaillent à Paris. Et ça, c'est un projet qui a quand même été globalement mené par la gauche parisienne. Aujourd'hui, quid de ce projet si c'est Dati ou Knafo qui passe ?
Ah bah, si c'est la droite qui passe, le Grand Paris n'existera pas, puisque le Grand Paris, derrière cette idée, il y a l'idée du partage, c'est-à-dire de dire il y a trop d'inégalités entre les villes. C'est le territoire le plus inégalitaire de France, le Grand Paris, entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, tu imagines bien que si la droite passe, ça ne sera pas dans son programme de réduire ces inégalités-là entre les villes et entre les personnes. Oui, parce qu'on voit quand même que Rachida Dati, elle se maintient, on va dire, avec cette candidature où, en plus de cette starification, elle a ce truc où elle apparaît comme extrêmement, on va dire, classe populaire. Dans ses vidéos, on voit, elle est en jean, elle est en basket, etc. Il y a un peu cette image qu'on met en place, et ce qui est strictement de la com politique en réalité, mais elle ne défend un programme qui n'est pas du tout pour les personnes, enfin pour les catégories populaires. Ah oui, le pari de Rachida Dati, c'est le pari pour les plus riches, pour une petite catégorie de la population qui peut se payer certaines choses et où elle dit que finalement Paris devrait leur être réservé. Et moi, ça me choque profondément parce que ce qui fait la richesse de Paris, c'est le fait qu'on s'y croise de différentes classes sociales, de différentes origines. Et si Paris devient que le Paris des plus aisés, alors Paris ne sera plus Paris. Mais justement, Emmanuel Grégoire, aujourd'hui, défend quoi pour réussir à être un Paris, on va dire, si on sort du Grand Paris? Par exemple, la question du logement social, c'est quoi les objectifs d'Emmanuel Grégoire pour le logement social à Paris? L'objectif, c'est de créer énormément de logements sociaux. On a déjà beaucoup construit dans les dernières années, mais c'est de continuer. Donc, il n'y a plus beaucoup de terrains vides dans Paris. Mais donc, en fait, partout où il y a une opportunité, on doit la prendre. Et c'est pareil pour l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire, tous ces bureaux vides. Je ne sais pas si tu vois en passant, il y a plein de bureaux vides dans Paris, dans le Grand Paris. Voilà. On en voit tous. Et donc ça, en fait, on doit les transformer. Pareil, les logements vacants. Il y a énormément de logements vacants dans Paris parce que c'est des résidences secondaires ou parce que c'est des investissements comme ça. S'ils restent vides trop longtemps, on doit y faire aussi du logement social. Donc en fait, on va prendre tous les outils qui sont à notre portée et les utiliser pour créer du logement. C'est vraiment la priorité. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu une tentative, par exemple, d'expropriation d'un immeuble vide à Paris, enfin de bureaux vacants à Paris. Ça a mis des années pour y arriver, parce qu'aujourd'hui, quand même, le droit de propriété protège beaucoup les propriétaires, justement. Mais donc, on voit quand même qu'aujourd'hui, on atteint des limites sur la question du logement social à Paris, alors que les chiffres, je crois qu'on est à 25% du parc locatif qui est public et social. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut passer le step. En fait, si on transforme justement tous ces bureaux vides, si on rachète des immeubles, des appartements quand on en trouve, on peut encore créer du logement social. Alors ça demande de l'investissement public, mais c'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres, puisque quand ça devient du logement social, c'est le patrimoine de la ville de Paris aussi, c'est le patrimoine des Parisiens. Donc c'est un bon investissement. C'est ce qu'on dit aussi dans les débats budgétaires avec la droite. Et c'est pas seulement le logement social, c'est aussi le logement abordable, le logement pour les classes moyennes, où on veut aussi développer cette tranche-là de logement pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au logement social, mais pour qui le parc privé est trop cher. Et ça concerne pas mal de monde. C'est pour ça qu'actuellement, on crée du logement abordable, donc un peu un entre-deux pour les familles, pour les classes moyennes. Merci beaucoup. J'ai posté une petite story sur les réseaux sociaux pour demander à nos auditeurs et auditrices de te poser des questions. Donc, on va pouvoir passer à la troisième partie de cet épisode où tu vas pouvoir piocher 3 questions et y répondre à nos auditeurs et auditrices. Trop bien. Allez, c'est parti. Quelle place pour les cimetières dans nos villes à Paris ? Je pense qu'on doit leur donner plus de place, c'est-à-dire que on doit se dire qu'un cimetière, c'est un beau lieu, c'est un lieu sacré et que ça doit être un lieu où on peut aller se promener et garder ces lieux-là vivants. Au Père-Lachaise, par exemple, il y a eu ces photos des renards, je sais pas si tu avais vu pendant le confinement. C'est aussi des lieux où il y a d'autres espèces. Et donc, en fait, on doit les considérer comme vraiment partie intégrante de nos villes, ne pas avoir peur d'y aller et se dire que ce sont des lieux sacrés, ce sont des lieux d'une grande beauté où en fait on peut tous aller en tant que Parisiens. Et moi j'invite tout le monde à aller aussi se promener parfois au cimetière.
Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terrains dans Paris qui sont inutilisés, en tout cas des espaces verts qui sont plutôt laissés en friche, qui n'appartiennent pas à la ville, hein, mais qui sont laissés en friche. Est-ce que ça serait même possible d'imaginer qu'on crée de nouveaux cimetières, ou aujourd'hui c'est pas du tout dans l'objectif de la ville de créer des cimetières dans Paris? Alors honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas été envisagé là tout de suite de créer un nouveau cimetière dans Paris. Après, s'il y avait plus de place dans tous nos cimetières, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir. En réalité, l'urgence, c'est surtout de créer un crématorium. Parce que la crémation augmente beaucoup. Et là, on a un manque terrible de place et de créneaux. On a un seul crématorium dans Paris. Donc je dirais que la priorité, c'est surtout ça. Avoir un nouveau crématorium. Est-ce que c'est pourquoi est-ce que la crémation augmente de plus en plus dans notre société? Est-ce qu'il y a un phénomène social sur cette question-là? Oui, tout à fait. Ça augmente de plus en plus parce que c'est lié au fait que les gens sont moins religieux. Et donc, ils font plus appel à la crémation. Aussi parce qu'ils considèrent que ça prend moins de place. C'est, je sais pas, moins cher peut-être tout un aussi. tas de raisons. Parce moins qu'il faut cher. pas louer les places de cimetière. Parce qu'il faut pas acheter la place au cimetière. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de toute cette place. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Les citoyens partout en France privilégient de plus en plus la crémation. Et donc, il faut, nous, en tant que service public, qu'on réponde à cette attente. Ok, impressionnant. Pourquoi s'engager aussi jeune en politique? Tu ne penses pas que tu devrais avoir plus d'expérience? Un mot sur le bilan de Rachida Dati dans le 7e. Alors, la jeunesse en politique, non, au contraire, il faut qu'il y ait des jeunes en politique. Si nous, on s'engage pas, qui va pouvoir porter notre voix? Donc, j'encourage plein d'autres jeunes à s'engager. Et puis moi, à titre personnel, comme je l'ai dit, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais sur cette ville, donc je me sentais tout à fait légitime pour me présenter. Donc, moi, j'encourage tellement les jeunes à se présenter. On n'a rien à perdre, notre avenir est menacé. Notre avenir climatique, notre avenir social, et personne pourra mieux porter notre voix que nous-mêmes. Et puis la politique n'est pas qu'une affaire de vieux hommes blancs, hétéros, cisgenres, tout à fait, etc. La politique, c'est pour tout le monde. Exactement. Le bilan de Rachida Dati dans le 7e arrondissement. Dans le 7e arrondissement, elle refuse de piétonniser des rues, elle refuse de faire des rues aux écoles, donc où les enfants peuvent jouer. Donc tous les trucs sympas en fait qu'on fait dans Paris et qui aident à lutter contre la pollution. Elle est contre. Il y a aussi moins de pistes cyclables parce qu'elle est contre. Donc il suffit de regarder quelle décision elle prend. Et puis elle est contre le logement social. Elle est contre beaucoup de choses. Elle est contre beaucoup de choses. Elle s'oppose systématiquement au projet de logement social. Et donc ça, c'est scandaleux parce que dans un arrondissement comme le 7e, on a besoin qu'il y ait plus de mixité sociale. On a besoin de créer du logement social aussi là-bas. Donc il suffit de regarder son bilan pour comprendre ce qu'elle défend. Dati, c'est le pari des riches pour les riches, avec les riches. Exactement. C'est le pari pour certains. Voilà. Alors, 3e. Est-ce que tu as peur de la mort? Waouh. Quand j'ai mis l'un des thèmes, c'était la mort en story. C'est sûr que c'est revenu Question assez deep. souvent. Est-ce que j'ai peur de la mort? Oui, comme tout le monde, et surtout ça m'incite en fait à m'engager et à faire plein de choses avant. Donc c'est peut-être aussi parce que j'y ai beaucoup été confrontée que ça m'a poussée à agir et à m'engager et à me dire que voilà, il fallait pas avoir de regrets et que quand on a des choses à porter, il faut le faire. Donc moi aussi, ça m'incite beaucoup à faire de la politique. Je sais que moi, j'ai quand même très peur de la mort. C'est quelque chose qui m'effraie quand même beaucoup. Mais sur lequel il faut travailler parce que même il y avait, je sais plus, cette théorie psychologique comme quoi toutes nos phobies et toutes nos peurs seraient reliées d'une manière ou d'une autre à la peur de la mort. Donc je considère qu'il faut réussir à travailler dessus. Mais c'est compliqué d'identifier déjà de quoi on a peur dans la mort. Est-ce que c'est l'inconnu ou non après? Mais c'est vrai que la mort, vu qu'on en parle très peu, que c'est tabou, qu'on a tendance à éloigner ce qui nous fait peur, on n'en parle pas alors qu'on finit tous par en passer. Enfin, c'est un peu oui. Aujourd'hui, la technologie fait que c'est encore un acte de passage obligatoire. Mais je sais que ça me fait très peur et donc. Je t'en reparlerai. Du coup, je t'en reparlerai comme ça. Je t'aiderai à ce que ça te fasse moins peur. Et toi, justement, faire tout ce parcours, ça t'a permis d'accepter un peu plus, d'être confronté à ça en recherche, etc., prendre une posture un peu extérieure à la mort? Oui, ça m'a aidé à regarder différemment les cimetières, à les regarder aussi en me disant est-ce que j'aime bien ou j'aime pas, est-ce que je m'imagine là. Okay. Voilà, et oui, ça aide quand même à désacraliser le sujet.
et à se dire qu'on peut en parler, en fait, tout simplement. Oui, qu'il ne faut pas que ce soit toujours tabou. Ouais, je pense qu'il ne faut pas que ça soit autant tabou, ouais. Oui, mais ça nous fait. De toute façon, tout ce qui nous fait peur, on l'éloigne. Enfin, l'être humain est ainsi fait et c'est quand même assez catastrophique d'éloigner quelque chose qui est inévitable. Mais c'est sûr que c'est compliqué de s'y confronter et de même sa propre mort, sa propre disparition, très individualiste de dire ça, hein, mais d'être confronté à soi-même face à la mort, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à appréhender. Mais j'aurais pas le choix que ça vienne un jour. Mais quand je vois, par exemple, l'une de mes grand-mères, c'est vrai qu'elle vient d'une famille d'agriculteurs, puis après elle a été ouvrière, etc. Mais il y a un peu cette mentalité où, un peu la mentalité de la terre, entre guillemets, où la mort apparaît comme quelque chose d'inévitable. Donc en fait, on se pose même pas de questions. Elle arrivera dans tous les cas, elle fait partie de la vie, alors que je sais que moi, la mort ne fait pas partie de ma vie. Il y a un peu un gap sur ça qui est assez intéressant dans l'évolution de notre perception de la mort quand on était, on va dire, lié à la terre et que maintenant on est plus... on n'est plus lié à la terre, quoi. Oui, mais tu as raison de le relier à l'individualisme. Je pense que c'est vraiment un des sujets. C'est-à-dire que moins on se sent faisant partie d'une communauté, plus ça devient difficile, en fait, la perspective de notre mort, si on s'imagine seul, en fait. Donc c'est pour ça que ça nous renvoie à des questions beaucoup plus importantes sur à quoi on est relié, en fait. Oui, à quoi on est relié, à qui on est... Et à qui nous aime aussi, d'une certaine manière, et qui sera là, parce que tu parlais de tous ces gens seuls, qui nous dit qu'on ne terminera pas seul face à la mort, nous aussi, ce qui est une perspective qui ne donne pas envie, mais bon, ça c'est un vaste sujet. Et justement, pas en parlant de mort, mais bon, la mort, la fin, donc en arrivant proche de la fin de cet épisode, je vais te poser les deux questions. C'est drôle d'employer le terme de mort pour ça, mais bref. Il vaut mieux en rire. Tiens, il faut aussi en rire de la mort, je pense. Tout à fait, oui. Mais on a les deux questions de la fin de cet épisode. La première, Marion Weller, tu es élue présidente de la République en mai 2027. Je me suis pas encore présentée. Hein. Tu t'es pas encore présentée, mais t'as dit que t'aimais bien aller dans... donc pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, je laisse toutes les portes ouvertes dans ce podcast. C'est quoi la première mesure que tu prends en arrivant à l'Élysée? Un congé paternité égal pour tout le monde au congé maternité. Et obligatoire? Ouais, je crois qu'il est temps qu'on soit vraiment à égalité sur ce plan, ouais. Ok, et si tu pouvais plus développer sur cette question-là... C'est la question centrale, si on veut vraiment arriver à avoir l'égalité femmes-hommes. En fait, on voit à quel point ça bute souvent sur ce moment du congé maternité pour les femmes dans leur vie professionnelle. Ça crée énormément d'inégalités. Et donc, je pense que si on avait tout simplement la même situation entre hommes et femmes, ça aiderait déjà à résoudre beaucoup de problèmes. Et moi qui suis dans la trentaine, donc je vois beaucoup ce sujet autour de moi, je pense que c'est extrêmement important. Et puis c'est un sujet dont beaucoup de pays se sont emparés, où le congé paternité, ou le congé parental divisé, etc., a quand même été voté, et nous on est encore très loin de ce point-là. Oui, on voit que dans les pays nordiques qui ont mis en place cette égalité, ça a des vrais résultats en matière de féminisme, d'égalité femmes-hommes, donc c'est quelque chose qui fonctionne, on en a besoin. Et puis même quand on se passe du point de vue du père, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas lui aussi être là pour les enfants et voir en fait les premiers moments et pas... je suis pas encore dans la trentaine, mais j'ai des amis qui sont dans la trentaine, et donc ce truc même, en fait, on a l'impression que le père, c'est naturel qu'il aille travailler, qu'il soit pas là, etc., mais ça peut aussi être un déchirement de dire je veux être là pour mon enfant et je ne peux pas être là. Bien sûr, ouais, c'est pas que pour les mères, effectivement, c'est aussi la demande de beaucoup de pères et beaucoup d'hommes qui veulent l'égalité, et donc il faut que l'État leur en donne les moyens aussi. Et donc maintenant, on arrive à la dernière question de cet épisode. Une musique pour clôturer l'épisode qui nous servira de générique. Et pourquoi cette musique ? Alors, je choisirais la chanson Soleil bleu de Louisa. Je sais pas si tu connais. J'aime bien parce qu'elle dit juste laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre comme je le veux. Tu veux aller chercher les paroles? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. On va chercher les paroles de Soleil bleu. Parce que j'ai un trou de mémoire là. Mais c'est une chanson dans les paroles que je trouve assez féministe, juste de dire laisse-moi vivre comme j'ai envie, quoi, globalement. Mais oui, et puis elle avait pas mal percé cet été. Ouais, c'est une chanson d'été aussi, qui est cool vu qu'on est en janvier. mais l'été va bientôt arriver. Hop, là, t'as les paroles juste ici. Voilà, c'est ça. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages sous mon soleil bleu.
Voilà, Donc, ça me parle. Je trouve que c'est une chanson de liberté et de féminisme. Ok, sur ces très belles paroles, je te remercie d'être venu pour cet épisode. Merci à toi. Et puis je dis au revoir à nos auditeurs et auditrices et à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.